Bon, je suis censé être inspirant, je vous le dis tout de suite, je crois que je vais plutôt être déprimant. Mais c'est pas grave, je vais prendre beaucoup de recul, donc ça va être un peu décadré. Je tiens à dire qu'on m'a donné 40 minutes, je vais les tenir, et donc je décline toute responsabilité dans le retard dramatique de cette journée. Merci de votre invitation, plus sérieusement, j'en suis évidemment très honoré. Alors j'y reviendrai cet après-midi, mais je peux déjà vous le dire, le monde ne va pas très bien. Voilà, c'est pas un avis, c'est un fait. L'état actuel n'est pas brillant, qu'on pense à la destruction des 2 tiers des insectes, des 2 tiers des animaux sauvages ou des 2 tiers des arbres sur des échelles de temps différentes, ou à plus court terme, ce qui est quand même au moins aussi effrayant, au génocide, aux guerres d'agression et à une certaine volonté d'en découdre qu'on voit émerger chez de nombreux dirigeants, y compris dans des pays comme le nôtre. Donc quelque chose de manifestement assez triste et assez grave est en train de se déployer, même si les privilégiés que nous sommes ne le ressentent pas encore directement dans leur corps. Alors soyons honnêtes et modestes, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire continuer à l'identique. Ça, je crois que c'est la seule option qui n'est pas sur la table. Non seulement parce que le monde que nous avons élaboré n'est pas durable, je vais y revenir, mais aussi parce qu'il n'est pas souhaitable. Qui désire vivre dans ce réel à feu et à sang? Ce que je veux signifier dès maintenant, c'est qu'il est aujourd'hui, je crois, irresponsable de ne pas penser large. Et c'est ce à quoi je voudrais vous inviter ce matin. Si chacun et chacune d'entre nous se contente de faire au mieux son métier, et Dieu sait que dans le cas des professions de santé, c'est extrêmement important et louable, mais sans interroger l'architecture civilisationnelle qui permet ces éventuels bienfaits, alors je crois que nous perdons le global. Et si on ne pense pas la grande image, personne ne le fera pour nous. Je pense qu'on se fourvoie alors. Si la condition de possibilité de nos beaux gestes, ici et maintenant, s'origine dans une méta-violence, là-bas ou demain, nous gagnons peut-être pour un temps, nous gagnons peut-être localement, mais in fine, c'est la vie qui perd. Si nous ne regardons pas large, on se retrouve en quelque sorte à tenter de gagner une partie d'échecs dans un avion qui est en train de se cracher, et ce n'est pas très intéressant. Donc, même quand tout semblait serein, même avant l'hubris de ces dernières années, n'oublions pas que nous étions déjà, du point de vue de biosphère, nous, les Occidentaux, la civilisation la plus meurtrière de tous les temps. Ce n'est pas un avis, c'est un fait. Nous sommes devenus des vivants qui n'aimons plus la vie. Nous adorons les machines et les simulations. Peu importe qu'1 million d'espèces soient au seuil de la disparition, puisque nous aurons bientôt des robots avec lesquels interagir au quotidien. Peu importe qu'une langue, écoutez bien, s'éteigne chaque semaine dans le monde, puisque nous avons des IA avec lesquels nous pourrons bientôt converser et échanger. Alors on m'a présenté un peu comme philosophe, c'est sans doute usurpé, mais je vais donc essayer d'être à la hauteur de l'accueil. Le grand philosophe, lui, un vrai philosophe, Jacques Derrida, qui avait compris l'essentiel de nos mots en réalité bien plus tôt que d'autres, appelait à déconstruire ce qu'il appelait le logocentrisme. Vous savez, logos, c'est à la fois notre miracle et notre fardeau. C'est là, dans cette rationalité en adoration d'elle-même, que sont nées la philosophie, la science, la médecine, je ne sais pas s'il faut la mettre dans les sciences, et c'est dans cette rationalité, pourrait-on dire, en adoration d'elle-même, que se sont donc inventées toutes ces disciplines dans leur beauté et leur grandeur, pour le meilleur, bien sûr. Mais c'est aussi là que, pour le pire, ont été oubliés, disqualifiés, raillés beaucoup d'autres rapports au monde possibles. C'est là que fut décrété que notre rationalité, en adoration onanique d'elle-même, notre démocratie, si l'on peut dire, était la démocratie, que nos schèmes éthiques, logiques, esthétiques, axiologiques, politiques étaient ceux du monde en lui-même. Et cette violence originelle, qui a effectivement donné des merveilles, nous avons oublié qu'elle avait aussi un prix. Et ce prix s'affiche aujourd'hui avec insistance. Un prix exorbitant, évidemment pour toutes celles et ceux qui en font les frais,
les coloniser, les invisibiliser, les éradiquer, les réifier, les exploiter, mais aussi pour nous, pour les maîtres, qui commencent à voir le suicidaire se profiler sous le prédateur. Alors évidemment, pour nous, c'est un peu angoissant de devoir revoir nos fondamentaux, de se rendre compte que ce qu'on a appris sans jamais le questionner est non seulement contestable, mais contribue même sans doute à un modèle qui est intrinsèquement intenable. Alors sur cette dimension, l'intenable, j'ai tellement argumenté que si vous m'y autorisez, je ne vais pas le refaire. Je crois que pour ne pas l'avoir compris aujourd'hui, il faut avoir décidé de ne pas comprendre. Absolument tous les indicateurs scientifiques concluent de façon non ambiguë que notre trajectoire ne peut pas perdurer. Tout le monde sait qu'on ne peut pas dépenser impunément plus que ce que l'on a. Et croyez-moi, les lois de la physique sont encore plus strictes que les requins de la finance. Mais quand même, je ne vais pas être que déprimant. Je trouve que c'est un peu excitant aussi de devoir tout réinventer, à toutes les échelles et de toutes les manières. Et dans une certaine mesure, je crois que c'est un peu ce que vous essayez de faire. C'est quand même plus intéressant de réfléchir sur les clés de voûte que de se cantonner à de l'optimisation. Alors aujourd'hui, nous discutons, enfin je discute avec vous, le sens du collectif. Et c'est vrai que c'est un grand oublié, mais cette question n'est signifiante qu'à la condition qu'il s'agisse de faire de l'hôpital, de la maison de santé ou que sais-je, un peu autre chose qu'une grande équipe de basket qui est là pour marquer des points sur un terrain en train de se déliter et de se fissurer. À condition que le commun contribue à faire émerger une nouvelle ontologie et pas juste une heuristique améliorée. À condition que penser collectivement permette de penser contre soi et pour les autres, et pas seulement d'améliorer le fonctionnement en mutualisant les tâches et donc en devenant une super machine, super prévisible et bien souvent super violente. Gilles Deleuze et Jean-Luc Nancy, deux autres très grands philosophes quasi contemporains, s'intéressaient également à cette question du plus d'un ou de la meute, pour le dire dans leurs mots. Avoir fait de la liberté individuelle l'alpha et l'oméga de toute pensée politique est sans doute une des grandes folies de la culture occidentale. Non, ça ne veut pas dire que je prône la dictature. Vous savez, ce qui se passe généralement quand vous critiquez nos cadres sociétaux, on vous rétorque « Tu crois que c'est mieux en Corée du Nord ?» Alors, je vous le dis tout de suite, non, je ne pense pas que ce soit mieux en Corée du Nord. Mais poser cette alternative comme la seule possible est quand même un peu stupide et finalement un peu méchant. Parce que c'est non seulement factuellement faux, mais en plus parce que ça conduit à déshumaniser l'immense majorité des civilisations avec lesquelles nous avons partagé cette planète et qui ne partagent pas nos addictions mortifères. Nous manquons aujourd'hui pathologiquement d'imagination, alors qu'il suffirait bien souvent de regarder ce que les autres ont fait. Ce que je veux dire, c'est que le génie de notre système, c'est un peu de parvenir à tout ingérer, à tout dévorer. Vous faites exploser une bombe, je ne vous le recommande pas, hein, c'est ce qu'on appelle dans ma discipline une expérience de pensée. Vous créez de la croissance. On va tout reconstruire, en mieux, en plus moderne. Ça va créer un pic d'activité sur les réseaux sociaux, dans la presse, peut-être dans la médecine privée. On va faire fonctionner le système. C'est extrêmement difficile de le mettre en défaut. Et il en va un peu de même avec le collectif, avec le multiple, avec le nombreux, avec le plus d'un. Ça peut rapidement, très rapidement, et je pense que nous le savons tous, devenir en réalité un nouveau faire-valoir pour les égos hypertrophiés. Et vous m'accorderez que parfois, en médecine, il ne manque pas. Mais ils ne sont pas là. OK. Fair enough. Bon, je vous embête un peu, hein, mais je suis là pour ça, donc c'est en bonne amitié. Dans les études médicales en particulier, vous m'accorderez que l'invite au dialogue et à la critique n'est pas toujours encouragée. Nouvelle expérience de pensée. Si vous êtes interne et que vous pensez que le PUPH a tort, ce qui peut arriver,
Il n'est pas exactement attendu que vous le disiez. Pourtant, ça devrait pouvoir être dit sans psychodrame. Hein. Moi, quand je suis aussi professeur d'université, quand j'ai un stagiaire de master ou un doctorant qui pense que je me trompe, il me dit « Aurélien, tu dis n'importe quoi », et je vous assure, on n'en meurt pas. Parce qu'en plus, parfois, c'est vrai. Je crois, mais ce n'est pas à vous qu'il faudra le dire, j'en conviens, que les rapports surhiérarchisés sont toujours dangereux. On a des enquêtes dans le cadre de l'aéronautique qui montrent qu'un certain nombre de crashs d'avions auraient pu être évités si le copilote qui avait conscience de l'erreur du pilote avait osé le dire. Mais il n'a pas parlé. Alors, je n'ai pas de statistiques, mais je pense qu'il n'est pas si rare que des décisions de santé malheureuses, ce qui ne peut pas ne pas arriver de temps en temps, eussent pu être évitées si le docteur junior, l'infirmier, l'infirmière, voire l'externe, avait osé remettre en cause explicitement l'autorité très professorale et très infaillible du chef de service. Mais revenons au commun qui nous intéresse. En l'imaginant donc comme autre chose qu'une sorte d'open space de start-up qui est à peu près au collectif ce que la poupée gonflable est à l'amour. Je crois donc qu'il y a deux niveaux pour penser le multiple. Celui assez trivial de la collaboration. Oui, ça marche mieux quand on se parle, quand on se respecte au sens le plus profond du terme. Et dans ma très modeste expérience du système de santé, il me semble que ce qui manque le plus aux infirmières, comme d'ailleurs aux techniciens dans les laboratoires que je connais mieux, ce n'est pas une revalorisation salariale, c'est une authentique considération. D'être pensés comme des maillons de la chaîne, essentiels et vitaux, qu'ils et elles sont, et pas comme des subalternes cantonnés à obéir à des ordres qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais ça, je sais que dans les maisons de pensée, on l'a précisément compris. Donc tout cela, on devrait l'avoir compris. Je sens... Voilà. Mais bon, tout cela, on le sait finalement, tous plus ou moins, tous et toutes, et il suffit donc de le faire. Le partage de l'information, ça, on ne le se dit pas forcément explicitement, mais on le sent, n'est pas facilité par l'informatique. J'y reviendrai cet après-midi. Il est rendu plus lent et moins efficace. On passe plus de temps à l'hôpital à noter et à justifier les gestes qu'à les faire. Les logiciels ne sont pas nos amis, et ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes suivant les CHU. Les trans sont parfois tellement formalisés qu'on en arrive à oublier l'essentiel. Et je vous laisse y réfléchir, mais je pose un jalon. La technologie ici n'est pas notre allié. L'intelligence collective n'émerge pas des applications ou du prompt de GPT. Mais il y a un niveau plus profond pour penser le commun comme premier. Autrement dit, non pas comme une agrégation d'individualités, mais comme l'entité signifiante en tant que telle, et peut-être même primale. Par exemple, qu'est-ce que nous produisons pour ce que c'est et pas pour le rôle que nous y avons joué ? Peut-être pas grand-chose en réalité. Quand je pense à mon propre travail en astrophysique, quand est-ce que c'est le résultat qui vraiment me rend heureux et non pas le rôle que j'ai joué dans l'entreprise ? Probablement assez rarement. On est bien plus souvent dans le second cas. Et je crois que cela change quelque chose. Parce qu'on est encore ici dans la satisfaction de l'individu. Et c'est ça qui détermine le chemin. Dans les mots de Grothendieck, le plus grand mathématicien du XXe siècle, un des plus grands de tous les temps, on flatte encore le patron en soi. Alors bien sûr, en médecine, on peut se dire que peu importe la méthode, tant que le patient est guéri. Mais on ignore précisément ce que serait le résultat avec une toute autre méthode. Et surtout, il n'est pas évident que le meilleur résultat global soit obtenu en maximisant chaque effort le long de la chaîne et donc en maximisant la réussite individuelle. Vous savez mieux que moi que différentes pathologies peuvent nécessiter des thérapeutiques mutuellement incompatibles, c'est assez évident, et qu'hors du cadre précisément de l'hôpital ou de la maison de santé, les patients sont littéralement terrifiés par les injonctions contradictoires des spécialistes. Mais au-delà, il y a plusieurs raisons qui invitent, je crois, à dépasser la réussite individuée dans l'action collective. Alors, je passe sur la dimension philosophique qu'il faudrait produire d'une interrogation sur le sens même de cette réussite, qui est d'ailleurs particulièrement fine en médecine.
Je suis absolument convaincu que les rendez-vous où le médecin passe son temps à taper sur un ordinateur, sans regarder le patient dans les yeux, sans comprendre sa structure psychique, ses angoisses et ses névroses, sans qu'une connivence profonde et presque solennelle soit établie, sans que le patient devienne un acteur de la proposition élaborée, sont ratés, même quand ils sont réussis, c'est-à-dire même quand le diagnostic est correct. Regardons d'abord au niveau micro. Bon, moi, j'aime beaucoup l'horlogerie. Pour gagner en précision et en robustesse, on peut passer un temps extraordinaire à mieux finir chaque roue à la perfection, à huiler avec délicatesse et à ajuster et régler avec rigueur. Ça améliore un peu, c'est vrai. Mais on peut aussi profondément changer l'architecture et les matériaux du mouvement, ce qui ne relève d'aucune des spécialités historiques de l'horlogerie et requiert une véritable intelligence collective. Alors, cette analogie, je la fais pour la critiquer parce que je crois qu'elle ne tient pas compte des subtilités d'un corps qui n'est précisément pas un rouage de montre. Il me semble évident que le point que je tente de soulever ici, c'est-à-dire l'émergence d'une entité collective, est encore plus évidente en biologie. Parce que dans ce cas-là, le tout est plus que la somme de ses parties. Et ça, ce n'est pas simplement un slogan, ce n'est pas simplement une vieille idée un peu éculée. L'émergence pour un système biologique est quelque chose qu'on commence à très bien comprendre aujourd'hui et qui défie le réductionnisme physico-mathématique. Pourquoi ? Il se peut que la biologie défie en son cœur même la pensée mathématique, qu'il s'agisse, si vous voulez, on en discutera plus tard, du non-respect de l'axiome d'extensionnalité, ou même de ce qu'on appelle la dimension évolutive de l'espace de phase. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Ce que je veux dire, c'est que toute la vision déterministe prédictible, vous savez, celle de la mécanique, de la thermodynamique, bref, de mes disciplines à moi, ne marche pas ici. Pourquoi ? Parce que le concept central en biologie de l'évolution, c'est celui de potentialité. Mais la potentialité, précisément, elle ne peut pas être déterminée a priori. Vous voyez cette petite dague, par exemple, en météorite qu'on a trouvée dans la tombe de Toutankhamon. Aujourd'hui, elle aurait dans ses usages potentiels le fait de mettre en court-circuit les deux bornes d'une pile. Mais cette potentialité-là, elle n'était pas même pensable, elle n'était pas même inscriptible au moment de la création de l'outil. Elle s'invente au fur et à mesure de l'évolution. Il y a rétrocausalité. On ne peut pas, au sens fort, la compter initialement. Et de plus, ça c'est un point très important, le système biologique est fondamentalement non ergodique. Ça veut dire qu'il n'explore pas ses possibilités. Vous voyez, dans cette pièce, par exemple, toute l'air de la pièce pourrait venir se cacher sous la table et on mourrait tous étouffés. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'on reste dans l'état le plus probable, parce que le système physique explore ses possibilités et demeure scotché dans l'état d'équilibre. Pour un système biologique, c'est pas vrai ça. Disons que dans une cellule, vous avez 10 puissance 3 gènes qui ont chacun 10 puissance 3 codons. Ça fait 10 puissance 6 acides aminés. Donc à peu près 20 à la puissance 10 à la puissance 6 génomes possibles. C'est beaucoup plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Ça veut dire que les systèmes biologiques restent cantonnés à l'exploration d'une part infime de leur espace de configuration. Et puisque votre objet, les corps, sont ainsi faits, qu'ils ne sont pas la somme de leurs parties, eh bien, je crois que ça nous invite aussi à agir sur eux en s'inspirant de cette philosophie. Pour le dire de façon claire, vous ne pouvez pas savoir, et moi non plus, si un lapin avec 3 yeux et 6 pattes est un système viable. Tant qu'il n'a pas existé, il n'y a pas de possibilité fondamentale de connaître sa viabilité. Alors j'en profite pour vous taquiner encore un peu. Moi, je ne comprends pas toujours très bien pourquoi dans la société, la médecine jouit d'un statut d'exceptionnalité. Bon, la plupart des médecins ne sont pas des grands militants de gauche. Ils trouvent plutôt acceptable de casser les services publics, de démanteler les structures collectives, mais ils s'étonnent que l'hôpital soit en difficulté. Ça alors, comme c'est étrange. Je vais aller un peu plus loin, et plus sérieusement. La médecine, ce n'est qu'un des aspects de la lutte contre la mort. S'opposer aux guerres, aux inégalités, au génocide,
à la misère, à l'exploitation des uns par l'opulence des autres, aux laboratoires dont les pratiques sont souvent dégueulasses, aux logements sociaux inaccessibles, alors qu'il y a 3 fois plus de logements vides en Île-de-France que de SDF dans les rues, c'est parfois plus utile. Aujourd'hui, franchement, trouver des ajustements oncologiques extrêmement complexes pour faire gagner 2 semaines de médiane de survie à prix d'or à quelques vieux blancs riches, alors que l'accès aux soins est empêché à l'essentiel de la population mondiale à cause des prix insensés pratiqués par les labos, moi, ça ne m'excite pas beaucoup. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez d'accord. S'émerveiller d'une prothèse miraculeuse qui, moyennant quelques sommes astronomiques, pourra faciliter la vie de quelques ultra-privilégiés, pendant que des milliers d'enfants sont en ce moment même mutilés et amputés à vif, avec notre soutien ou notre complicité en bonne partie, ça ne m'émerveille pas non plus tellement. Je crois qu'il est temps de regarder la grande image. Et donc, le collectif, ce n'est pas seulement la maison de santé, même si je suis convaincu que sa contribution est majeure, c'est aussi le pays, c'est aussi l'humanité, et c'est aussi, j'y viendrai plus tard, la grande tribu des vivants. Alors vous vous dites que vous n'êtes pas là pour ça, vous voulez des solutions concrètes pour améliorer votre environnement de travail, peut-être. Mais je crois que penser, c'est concret. Je crois que voir large, c'est concret. Raisonner profond, c'est concret. Parce que c'est l'essentiel et on le remet toujours à demain. À quoi bon passer nos vies à améliorer un peu, et c'est très beau, très louable et très respectable, la santé de quelques personnes ici, si le système qui permet cela en tue davantage ailleurs, ou tue leurs enfants? On ne peut plus ne pas penser grand. Et finalement, c'est la seule bonne nouvelle des crises, c'est un euphémisme, que nous traversons. Donella Meadows, la femme de Denis Meadows, le célèbre auteur du rapport de MIT de 1972, hiérarchisait les actions possibles sur notre société, des plus insignifiantes aux plus impactantes. Et tout en bas, au niveau dérisoire, se trouvaient les valeurs des variables. Par exemple, le montant des taxes, le pourcentage de ceci ou de cela, la répartition du nombre de lits dans les services. Et presque toute notre réflexion ne porte que sur cela. Évidemment, c'est important, c'est primordial même, il faut s'y atteler, mais pas seulement, parce que ça reste dérisoire par rapport aux 9 niveaux suivants qui agissent sur l'architecture systémique. Il ne faut pas attendre que le monde aille bien pour commencer à penser les choses importantes. D'abord parce que le monde ne va jamais bien, et ensuite parce que si le poète Hölderlin dit juste, c'est là où croit le péril que croit aussi ce qui sauve. Et donc, c'est maintenant qu'il faut penser. Donc, ma proposition, c'est de penser le collectif en un double sens. Celui de votre organisation professionnelle, ce que vous faites, au-delà de l'addition des compétences, ce que vous faites, mais aussi celui de l'interaction avec le reste du monde. Alors, créer une organicité en votre sein, mais également avec ce qu'on pourrait appeler la communauté des patients. Si, et la question mérite d'être posée, la pratique de la médecine contribue à la machine de guerre totale contre la vie que nous avons déclenchée, demeure-t-elle globalement méliorative? 500 millions de réfugiés climatiques annoncés par l'ONU dans 25 ans. L'eau de pluie est d'ores et déjà déclarée par l'OMS comme impropre à la consommation. La plupart des points de bascule climatique sont passés. Les limites planétaires sont quasiment toutes franchies. 1 million d'espèces sont menacées à court terme. 78% de la population mondiale sera soumise sur la trajectoire actuelle à des canicules potentiellement mortelles à la fin du siècle. Les particules fines semblent avoir déjà impacté de plus d'1 an l'espérance de vie mondiale. La pollution engendre plusieurs centaines de milliers de morts annuelles en Europe. 800 000 tonnes d'arsenic dans l'eau douce sont prêtes à être déversées dans les nappes phréatiques. Les souches pathogènes enfouies dans le pergélisol sont en train d'être libérées par le réchauffement. Et j'aimerais qu'on se demande si la médecine contribue ou non à cet effondrement. Je crois que la question doit être sur la table. Soigner sur le pont du Titanic ne manque pas de noblesse et doit être fait, mais ne sauvera in fine
que quelques personnes. Je crois qu'il faut s'atteler collectivement à également sauver le navire. Et je crois que ça passe par une résistance à tout cet affaiblissement de notre puissance d'être qui se profile ici et là. Et j'emploie puissance au double sens, le pouvoir, la force, mais aussi le sens philosophique, celui de l'empuissance, c'est-à-dire de ce qui n'est pas encore. Notre responsabilité cardinale aujourd'hui n'est plus de colmater les brèches, mais de nous assurer que le cœur de notre activité n'est pas en lui-même devenu une contribution au désastre. Qu'il s'agisse de pollution, de consommation, d'artificialisation, d'exploitation ou même au niveau symbolique de participation à une culture nécrophile de la réification. Et il me semble qu'aucune profession ne doit se dispenser d'une interrogation honnête, j'ai bientôt fini, sur le sujet. On oppose souvent, un peu implicitement, n'est-ce pas, une contribution immense à l'infime ou une contribution infime à l'immense. Caricaturalement, le premier cas, ça serait porter secours à un enfant en pleine guerre, avec l'assurance de lui apporter un peu de réconfort ou de soins, mais sans rien changer à la situation globale. Le second cas, ça serait militer pour mettre fin à la guerre, avec très peu de chances de succès, mais un enjeu si considérable qu'une influence même dérisoire demeure importante. Et je crois que par essence, la médecine, au moins contemporaine, œuvre plutôt dans la première catégorie. Vous faites des choses immenses, vous sauvez des gens, c'est merveilleux. Mais ça relève quand même de la dimension infime, puisque ça ne fait pas trembler les métacauses de nos méga-catastrophes. Pire, ça pourrait même renforcer notre trajectoire inertielle vers le crash inévitable en soutenant un système devenu intenable. Je vous exhorte donc à user du collectif aussi pour penser ce niveau de déconstruction sans lequel nos efforts locaux deviennent inévitablement des travaux de Sisyphe. Pour conclure, ma proposition un peu paradoxale est donc celle-ci. User du commun pour penser au-delà de la communauté, par-delà le communautaire, ce à quoi parfois d'ailleurs les professions médicales échouent un peu. À l'échelle individuelle, c'est presque impossible de se placer 2 strates au-dessus, me semble-t-il. Quand on pense contre soi, et il faut toujours le faire, c'est une pensée digne de ce nom, on pense presque toujours pour les siens, et on demeure dans le communautaire. Mais quand on pense avec les siens, on peut commencer à penser aux autres, c'est-à-dire à voir plus grand, à inclure les évolutions qui ne sont favorables ni à nous-mêmes, ni à nos proches, et peut-être pas même à nos patients, mais qui pourraient bénéficier à la société, à l'humanité et à la vie. Je crois que compte tenu de l'aura des professions médicales et paramédicales, ça serait très beau, très important qu'ils et elles s'investissent aussi à ce niveau. Et c'est le point que notre monde est incapable de comprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gestes qui sont dans l'instant profitables, sans le moindre doute, à chacun et chacune de celles et ceux qui les exécutent, à leur environnement direct, donc à leurs patients, mais qui, dans le long terme, sont défavorables à l'ensemble de la tribu des humains. Parfois, les médecins pensent que ce qu'ils et elles font est tellement important qu'aucun frein ne doit leur être appliqué. C'est défendable, mais je crois que c'est une erreur logique, symbolique et axiologique. L'importance indéniable du geste médical est précisément la raison pour laquelle je pense qu'il faut lui faire l'honneur de ne pas le désarimer de la matrice civilisationnelle qui le rend possible. Il faut lui faire l'honneur de le penser aussi au sein de la grande image et pas seulement comme une rustine locale. Merci.